20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de cette édition. Mort de Bassirou Faye, son présumé meurtrier vient d'être placé sous mandat de dépôt. Tombon Wali va passer sa première nuit en prison. En direct dans ce journal, son avocat, Maître Bamba Cissé. N'Djamena dit niet aux chambres africaines extraordinaires. Les autorités tchadiennes refusent de procéder à l'inculpation des présumés complices d'Hissène Habré. Un refus qui fait réagir Maître El Hadji Diouf, l'avocat y voit une manigance du président Déby Itno. Cheikh Diallo, ancien collaborateur de Karim Wade, témoigne à charge contre lui. Une audience marquée par la décision de la Cour d'envoyer une commission rogatoire à Singapour pour enquêter sur les 47 milliards attribués à l'ancien ministre des Infrastructures. De longues files d'attente avant de se procurer un document administratif. Une situation qui arrive souvent et dont les Sénégalais font souvent les frais. Dans cette édition, les causes de ce constat fait au niveau des états civils. Et puis 72 heures, c'est l'ultimatum fixé par les étudiants aux autorités pour le paiement de leur bourse. En assemblée générale ce lundi, les étudiants concernés annoncent une perturbation prochaine des examens si rien n'est fait pour satisfaire aux revendications. Le dossier du jour nous intéresse aux pompes Jambar de plus en plus utilisées par les ménages. Une pompe à eau manuelle qui dépanne mais dont la qualité de l'eau peut être altérée, surtout si cette eau provient d'une nappe phréatique polluée. Voilà pour le dossier du jour et voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Sarah Cissé. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec le Tchad qui viole l'accord de coopération judiciaire signé avec le Sénégal. N'Djamena vient en effet de dire non à la commission rogatoire internationale mise en place par les chambres africaines extraordinaires. Une commission aux fins de procéder à l'inculpation et l'interrogatoire de deux présumés complices d'Hissène Habré incarcérés à N'Djamena. Alors, ce refus de l'État tchadien ne va-t-il pas constituer un obstacle à la tenue du procès d'Habré? Non, selon les chambres africaines extraordinaires. Pour maître Hassan Diomandiaye, avocat des victimes, il faut voir dans ce refus du Tchad la mainmise du président Déby, Ibrahima Kamara et Mardia. Va-t-on vers une impasse concernant la tenue du procès d'Hissène Habré? Oui, aux yeux de certains, après le refus de coopération du Tchad avec les chambres africaines extraordinaires qui souhaitent l'inculpation et l'interrogatoire de deux présumés complices de Habré. Il faut simplement dire que ça retarde un peu l'instruction, mais ça ne peut pas la bloquer, parce que ce n'est pas le seul élément, voyez, de l'instruction. C'est un aspect. Pour l'instant, ce sont les autorités judiciaires qui ont exprimé une position. Maintenant, on verra si les efforts qui seront déployés bientôt par l'Union africaine sont couronnés de succès. Cela veut dire que, bon, les autorités tchadiennes auront pris la bonne décision et l'instruction va se poursuivre. Monsieur Hassan Diomandiaye, avocat des victimes de l'ex-homme fort du Tchad, est du même avis. Le refus de N'Djamena ne peut pas plomber la tenue du procès. À l'en croire, il y a une mainmise du président Déby dans cette démarche de la justice tchadienne. M. Déby sait aujourd'hui que les chambres africaines échappent à l'État du Tchad. Donc aujourd'hui, ce qui se passe est simple. Dès lors qu'on ne peut pas contrôler, on ne collabore pas. Donc manifestement, M. Déby ne veut pas que la lumière éclate. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Pour rappel, l'instruction dans l'affaire Habré avait été prolongée de 8 mois et le transfèrement de deux présumés complices de l'ancien président tchadien était l'une des raisons évoquées. Et puis, je vous l'annonçais au début de ce journal, la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Nous en parlons puisque son présumé meurtrier va peut-être passer sa première nuit en prison. Tombon Wali a été placé sous mandat de dépôt. Alors, en direct avec nous dans ce journal, son avocat, Maître Bamba Cissé. Maître Bamba Cissé, bonsoir. Maître Bamba Cissé, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous avez récemment déclaré dans la presse, maître, que l'inculpation de votre client serait une grave erreur judiciaire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a motivé le procureur à le placer sous mandat de dépôt ce soir? Et surtout, comment avez-vous accueilli cette mesure?
Bon, à ce stade des choses, j'avais prévenu de ce qu'une erreur judiciaire était en train effectivement de se préparer. Mais vous savez que l'erreur judiciaire, c'est lorsqu'on condamne un innocent ou qu'on laisse aller un coupable. Aujourd'hui, on n'est pas au stade où il y a une condamnation, mais en tout état de cause, il reste qu'un parfait innocent est actuellement à la prison de Rebeuss pour des faits qu'il n'a pas commis. Il y a eu un double dysfonctionnement dans cette affaire. Le premier dysfonctionnement a conduit au meurtre d'un innocent, d'un étudiant innocent. Le second dysfonctionnement a conduit aujourd'hui à l'emprisonnement d'un officier innocent. Et la liberté est aussi précieuse que la vie. Dans les deux cas, on assiste à une situation où il y a carrément un désordre systématique qui a conduit effectivement à un double dommage qui est préjudiciable à toutes les parties. Je pense que le portrait robot du meurtrier peut être clairement établi, eu égard au fait qu'il y a des témoins qui ont été entendus dans cette affaire et qui l'ont formellement identifié. Et la piste pourrait être intéressante au niveau du juge d'instruction. Le placement sous mandat de dépôt de Tombowa est le commencement effectivement de cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, que cette personne a été arrêtée, le juge d'instruction a la possibilité dans ses investigations de déceler le véritable criminel de Feu Bassirou Faye, d'arrêter et de le livrer aux autorités. Je pense qu'il serait loisible à cette personne de se rendre afin que cette souffrance de toute une famille, de tout un peuple puisse être abrégée et que cette instruction soit close. Merci beaucoup, Maître Bamba Cissé, en direct avec nous sur ce plateau pour plus donc de détails. Un rappel donc de cette information qui vient de nous parvenir. Le présumé meurtrier de Bassirou Faye va passer sa première nuit en prison. Et nous revenons au procès d'Hissène Habré, de la pure comédie, selon Maître El Hadji Diouf, qui affirme en outre que le procès n'aura pas lieu. Selon l'avocat, les deux co-accusés d'Habré ne répondront pas à leur convocation, une absence qui serait, selon Maître El Hadji Diouf, manigancée par le président Déby, lui-même impliqué dans cette affaire. El Hadji Diouf est au micro de Nafissatou Sylla. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'un cinéma. Il n'y a jamais eu de dossier, il n'y a jamais eu de procédure. C'est Déby qui paye, qui a sorti ses milliards et qui n'a aucun respect pour le tribunal. Déby, lui, en tant qu'ex-patron des services de sécurité, pouvait bien superviser les tortures. Si torture il y a eu. Et Déby, il est prudent. Il sait qu'une fois ces gens arrêtés et envoyés à Dakar, ils risquent de dire la vérité. Et s'ils disent la vérité, bonjour les dégâts pour M. Déby. Et après, donc, en ce moment-là, ne pourrait plus être poursuivi. Selon la Constitution sénégalaise, seul le chef de l'État peut négocier et signer les engagements internationaux. Non, elles ne sont pas valables, elles sont nulles, donc réputées inexistantes et de nul effet. Et maintenant, elles n'ont pas de matière. Affaire Karim Wade, Cheikh Diallo, ancien directeur de CD Média, témoigne à charge contre son ancien collaborateur. Il lui attribue dans ses déclarations la propriété de la société CD Média dont il est le seul actionnaire. Le quatrième témoin à comparaître devant la Cour dans l'affaire Karim Wade n'a pas varié dans ses réponses aux questions que la Cour et ses avocats et les avocats de la partie civile lui ont posées. C'est un compte rendu signé à Diatala. Cheikh Diallo, tout de blanc vêtu, écharpe de même couleur au cou, a enfoncé Karim Wade et se disculpe. Le témoin déclare à la barre que Karim Wade est le seul à avoir constitué la société CD Média et lui octroie 30% et 70% à Patrick William. Tout est parti, selon Cheikh Diallo, d'une réunion convoquée par Karim Wade à son bureau en compagnie de Maître Patricia Lake Diop le 11 mai 2011 pour une première rencontre et une seconde le 26 octobre 2011. Il leur a fait part de son souhait de mettre en place un groupe de presse constitué de radios, d'un site internet, d'un quotidien et d'une télévision, tout frais à la charge de l'ancien ministre des Infrastructures. Constant dans ses réponses, Cheikh Diallo déclare que c'est Victor Tendeng, le chauffeur de Karim Wade, qui leur a livré tout ce qui est matériel informatique et mobilier de bureau. Quant aux voitures, au nombre de 7, elles ont été livrées par Victor Kantoussan, le chargé à la sécurité de Karim Wade, avec des décharges. À la question de l'assesseur Maguette Diop de savoir quand et pourquoi Cheikh Diallo a décidé d'apporter ces témoignages alors qu'ils viennent infirmer ceux tenus devant la commission d'enquête, la réponse coule de source. Dixit Cheikh Diallo, c'est quand j'ai reçu une lettre de mise en demeure des avocats de Karim Wade
qui m'ont demandé de justifier la propriété de ces médias qu'ils m'attribuent. Je me suis senti trahi et c'est ce qui me met dans l'obligation de dire la vérité. Dans toutes ces réponses, Cheikh Diallo, le témoin, a persisté et signé que Karim Wade est le principal actionnaire de ces médias. L'audience suspendue reprend ce mardi et c'est au tour de la défense de poser des questions au témoin Cheikh Diallo. Et puis, sachez qu'au cours de cette même audience, le président de la Cour, Henri-Grégoire Diop, a annoncé la présence d'une commission rogatoire internationale à Singapour pour enquêter sur les 47 milliards attribués à Karim Wade par l'administrateur Pape Al-Bourindao. Bientôt, la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Les députés libéraux dénoncent une violation de la loi. 3 mois après la nomination du Premier ministre, certains députés souhaitent que la durée de cet exercice soit revue à la baisse. Reportage Ibrahima Kamara et Alioune Diagne. La déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, très attendue par les députés. Ceux de la mouvance présidentielle apportent une réponse aux libéraux qui soutiennent que Mohamed Dionne viole la loi car 3 mois après sa nomination, il devrait faire face au Parlement. Oui, mais dans la Constitution, je pense que rien ne l'oblige carrément de venir dans les 90 jours exactement présenter le discours de politique générale. À mon avis, c'est un principe retenu qu'après sa nomination, les 3 mois, il doit présenter sa politique générale. Mais je pense que clairement, aujourd'hui, l'essentiel pour moi, ce n'est pas qu'il est violé ou non, on peut en discuter, mais quelle sont les attentes des populations? Le temps consacré à la déclaration de politique générale doit être revu selon des députés. 2 heures ou 3 heures de temps. Ça ne sert à rien de prendre presque toute une journée pour parler quand même des problèmes du Sénégal. Je crois que c'est trop long. C'est trop long. Je souhaite vraiment, sincèrement, qu'on aille vers l'essentiel, que les députés puissent s'exprimer sur les questions centrales, qu'on puisse aller sur le terrain et travailler. Ce Conseil économique, social et environnemental appelle les Sénégalais au travail. Moi, en tant qu'ancien immigré aussi, le président l'a dit, moi je suis tout à fait en phase avec lui. Le Sénégalais doit changer. Le Sénégalais doit beaucoup travailler. Et puis ça, on attend du Sénégalais. La mentalité des Sénégalais doit changer. Et le Sénégal a une chance merveilleuse. C'est la porte de l'Afrique. On a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour développer le pays. Surtout dans le domaine agricole. C'est surtout ça qui développe un pays. Un pays qui a de l'or, du pétrole, si l'agriculture ne va pas, il n'y a rien qui va. Les députés affûtent leurs questions, critiques et suggestions en attendant de faire face à Mohamed Dionne sur les épineuses questions de développement du pays. L'État a appelé à équiper les agriculteurs pour une production plus abondante. Une proposition du cadre national de concertation des ruraux en conférence de presse ce matin. Le président de la dite structure a conseillé à l'État de prévoir une aide pour les agriculteurs dont la production n'a pas été fameuse afin de leur assurer une sécurité alimentaire. Kodendiaï. Le président du CNCR appelle l'État à préparer une bonne campagne pour la bonne production et à aider ceux dont la production n'est pas de meilleure. Il faudra que ces industriels-là soient armés, d'avoir beaucoup de capacités financières pour pouvoir faire face à cela. Parce que ce n'est pas... Par rapport à l'hivernage de cette année-ci, comment se porte la campagne actuellement? Dans les zones où la production n'a pas répondu, nous allons essayer en tout cas de nous mobiliser et l'État est au courant de tout cela pour qu'on puisse en tout cas faire des collectes pour la sécurité, pour sécuriser tout cela et puis pour partir. Tout faire pour sécuriser le foncier, c'est le souhait du président du CNCR. Étrangers donnent nous, nous jël ci souci, nous koy tuddee accaparement des terres. On donne souvent des terres à des étrangers et pourtant si on équipe les agriculteurs locaux, ils peuvent produire autant ou même mieux. Ñu xérañ go xamni tay ñoñu li ñuy wut ci bu ñu équiper producteurs yi nga xamni ñoo fi nek jox leen matériel bu doy, jox leen suuf su doy, ñu bay lu raw ñu ñooñu li bay. Il appelle l'État à doter plus de moyens aux exploitations familiales. Parce que baykat bi nappkat bi sàmmkat bi ak ki nga xamni mo nek ci sylviculture. Les acteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage participent activement à la vie de l'homme, raison pour laquelle ils doivent être accompagnés. Kon ci adina bi yépp légui nak lolu afa am taxaway bo xamni mom lay am nu muy taxawé ci walu katanal ko ci walu jox ko doolé. Les exploitations familiales contribuent considérablement au développement du pays. Les ruraux appellent à une bonne gestion de l'agriculture familiale.
Et nous restons avec le cadre national de concertation des ruraux qui dit que la signature des accords de partenariat économique va impacter négativement sur l'agriculture sénégalaise. C'est du moins l'avis de Samba Gaye, président du CNCR. Ce dernier estime que l'ouverture du marché aux produits étrangers va entacher la compétitivité des produits locaux et risque de porter un sacré coup à l'agriculture familiale. Samba Gaye est au micro de Kodendia. Écoutons-le. Les APE sont des accords de partenariat économique où en tout cas nous avons beaucoup travaillé au niveau de ces APE depuis presque des années. On avait réussi à tempérer les APE avec l'ancien président Abdoulaye Wade. Parce que si on ne protège pas, parce que l'effet que ça va constituer au niveau de nos pays, c'est parce qu'on ne pourra pas, quand on ouvre nos portes, on ne pourra pas plus tempérer la situation des pays européens, même des pays du Sud, parce qu'ils produisent plus que nous et il y a des moyens de protection chez eux. Parce que nous avons beaucoup de perméabilité au niveau de nos frontières. Donc, pour contrôler cela, c'est extrêmement difficile. Parlons à présent d'une situation que de nombreux Sénégalais ont déjà vécue, celle de patienter des jours durant avant d'obtenir un document administratif, un parcours du combattant souvent constaté au niveau des états civils. Et la cause ou l'une des principales causes des services administratifs qui tourneraient au ralenti, mais pour Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, c'est la forte demande des populations qui en serait plutôt la cause. Maïmouna Ndiaye, Youssou Baro. Chérif Baro en a marre des va-et-vient incessants dans sa commune d'arrondissement. Il n'arrive toujours pas à inscrire son enfant à l'école, faute d'extrait de naissance. Mon enfant, qui depuis des années, j'arrive à avoir ses papiers sans problème, sans difficulté. Aujourd'hui, je viens, on me dit que son nom ne figure pas dans les registres. Bon, ça m'étonne. On m'a dit de prendre ma photocopie, celle de mon épouse, et photocopie d'identité légalisée, et deux autres pour des témoins. Et il me faut un ancien extrait du gosse avec tous ces papiers-là. Ils vont me faire un extrait, mais juste pour son inscription à l'école. Mais après ça, il faudra que je repasse encore pour aller au tribunal chercher une non-inscription, ainsi de suite. Tout comme Chérif, nombreux sont les usagers qui pointent du doigt les états civils des services jugés inefficaces. Je propose qu'on élargisse le personnel pour que les gens puissent aller, pour que le travail puisse aller plus vite. Parce que je trouve qu'il y a peu de personnel par rapport au nombre demandant à être satisfait, quoi. Le maire de Grand Dakar, pour sa part, rejette en bloc ces accusations. Il se trouve que pour certaines personnes, il y a des pièces qu'on ne retrouve pas. Bon, c'est soit des papiers qui ont été faits d'une manière frauduleuse, soit il y a des références qui nous manquent. Je dis à notre niveau, on travaille le plus sérieusement possible. Pour le chef de l'État, appel au travail, le laxisme dans le service public est décrié par bon nombre de citoyens. Bientôt l'augmentation de la pension de retraite à hauteur de 10%, une annonce du président du conseil d'administration de l'IPRES. L'autorité a également informé de la mensualisation de la pension, des mesures saluées par Ababacar Niang, président de l'amicale des retraités de la RTS. Mbaké Amar et Moutou Diop. Augmenter la pension de retraite à hauteur de 10% et mensualiser son paiement. Une annonce faite par le président du conseil d'administration de l'IPRES. Le président de l'amicale des retraités de la RTS approuve. Nous saluons l'augmentation de 10% parce que c'est quelque chose qu'on attendait. Parce que les retraités sont fatigués. Mensualiser la pension, ce retraité dit oui, mais plaide pour une meilleure prise en charge de leurs besoins. Nous souhaitons que cette mensualisation nous apporte un peu d'oxygène. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pension actuellement de mois soit maintenue, si possible, pour être payée à chaque mois. Ils n'ont qu'à appliquer les dispositions de la CIPRES. Dépenses quotidiennes, factures d'eau et d'électricité, entre autres charges qui accablent ces ex-travailleurs. Ces derniers souhaitent un retour de l'ascenseur à leur endroit. Le coût de la vie est très élevé. Les factures d'électricité et d'eau grugent complètement les pensions des retraités. Les gens ont peur d'aller à la retraite parce que ils deviennent pauvres.
Et l'homme ne veut pas devoir autosuffisant et devenir pauvre. C'est difficile de supporter ça. C'est pourquoi l'érosion auprès des personnes âgées. Très souvent, les gens ne supportent pas ça. Et ils meurent après 5 ans. Le conseil d'administration de l'IPRES va se réunir d'ici au 15 novembre prochain afin de fixer une date pour la mise en œuvre de la mensualisation, ce qui doit aller de pair avec l'augmentation de la pension à 10%, ce qui doit permettre à ces retraités de sortir de la précarité. Ils étaient nombreux ce matin devant le hall du pavillon A à réclamer leur bourse sociale, des étudiants qui fixent un ultimatum de 72 heures aux autorités pour réagir. En assemblée générale, ils annoncent une perturbation des prochains examens si rien n'est fait pour satisfaire à leurs revendications. Salimata Osek, Youssou Baro pour le compte-rendu. Ils sont plus d'une centaine d'étudiants à réclamer leur bourse sociale. C'est aujourd'hui qu'on avait donné un délai au ministre pour que l'État soit fait. Vous voyez. Et donc, après notre dernier AG, on a vu le recteur. Le recteur nous a contactés et nous a prié de lui accorder un peu de temps pour qu'il puisse régler la situation. Il donne un ultimatum de 72 heures aux autorités pour rentrer dans leurs fonds. D'ici 72 heures, si encore rien n'est encore fait, nous ferons front et nous perturberons les examens. Nous voulons notre bourse sociale. Sans bourse sociale, il n'y aura pas d'examen, pas de cours. Qu'ils nous donnent nos bourses sociales, un point, c'est fini. Ces étudiants affirment qu'ils n'ont que leur bourse sociale pour mener à bien leurs études. Photocopier des documents, acheter des livres, entre autres. Et 2 semaines après la rentrée des classes, des cours toujours pas effectifs dans certains lycées de Dakar. C'est le cas au lycée mixte Maurice Delafosse et au lycée Blaise Diagne. Sur place, les élèves rencontrés se plaignent de l'absence de certains professeurs, des élèves qui ne sont pas tous inscrits dans les établissements, faute de moyens ou de problèmes administratifs. Reportage Ndembo Sessi et Youssou Baro. Presque 2 semaines après la rentrée des classes, les cours ne sont pas encore effectifs dans certains établissements. Ces élèves du lycée Blaise Diagne énumèrent les raisons. Il y a certains professeurs qui sont venus et d'autres pas encore. Nous n'avons pas encore anglais, français et histoire-géo aussi. On n'est pas encore totalement à l'effectif comme l'année dernière. Ça peut être des manque de moyens pour leurs parents. Comme le ministre de l'Éducation l'avait dit, mais nous n'avons pas vu Ubitei Djangtei. C'est aux parents d'inscrire les enfants et ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Autre lycée, même difficulté, Maurice Delafosse. Ici, les problèmes financiers plombent le démarrage des cours. Tous ne se sont pas inscrits, c'est ça qui fait justement que les cours, certaines classes n'ont pas effectivement démarré. C'est les parents qui peuvent dire si c'est pour des raisons financières qu'ils n'ont pas inscrit les gosses. Mais bon, je sais qu'il peut y avoir le problème financier et éventuellement le problème du billet parce que l'inscription est plus facile à régler que le billet au quotidien. Au-delà de ces difficultés financières, des raisons administratives sont aussi évoquées. C'est avec les secondes qu'il y a quelques petits couacs parce que les listes d'orientation ne sont pas arrivées aussi rapidement qu'on le souhaitait. Les élèves sont toujours dans l'ère des vacances, comme on peut le constater dans les cours des écoles. Et direction Touba Tcheken à présent, un village de la commune de Bourouko dans le département de Médina Yoro-Fula où s'approvisionner en eau est un véritable casse-tête, Sarah. Avec l'affaissement de 2 des 3 puits du village, les habitants demandent à l'État de leur venir en aide. Sur place, notre correspondant Abdoulaye Diallo. Les 4000 âmes qui se réveillent au village de Touba Tcheken de la commune de Bourouko, situé dans le département de Médina Yoro-Fula, ont soif. 2 des 3 puits sur lesquels les habitants de Touba Tcheken s'approvisionnaient en eau se sont affaissés. Parce que ici, Touba Tcheken, nous avons un sérieux problème d'eau dans ce village de Touba Tcheken qui a une population de 4000 habitants. Problème dû à un affaissement des sources d'eau. Si des puits dont leur profondeur avoisine les 48 mètres s'affaissent, nous n'y pouvons rien. 48 mètres,
Les habitants de la commune de Buruko, surtout ceux de Touba Tcheken, où le liquide précieux se fait rare, tirent sur la sonnette d'alarme et lancent un appel à l'endroit des autorités, aux guides religieux et à toute autre bonne volonté afin que leur localité bénéficie d'un forage. Notre souci majeur en ce moment, c'est de l'eau potable. Nous tendons nos mains à toute bonne volonté de ce pays, au Khalif général des Mourides, au Khalif général des Tidjanes, au Khalif de Ndiassane, celui de Dar es Salaam Ndao, celui des Niassène, des Layènes et surtout à Macky Sall qui est le président de la République. Nous voulons de l'aide par rapport à ce manque d'eau dans notre village. te nga xam ne def lu baax ñor na ñu ngi lay ñaan dimbal li lay wër rawatina nag président Macky Sall mi nga xamante ne suñu wàllan ci moom te moo ñu jaboot. J'ai fait plus de 30 ans à Touba Tcheken. Tous les jours, je puisais au moins 20 bassines d'eau. Mais là où nous sommes, je ne peux même pas avoir 5 bidons d'eau. En plus des difficultés que rencontre la population de Buruko pour l'accès à l'eau à cause de la profondeur de la nappe phréatique et l'enclavement dont ils sont victimes, la localité ne compte ni forage, ni un seul des 58 villages alimentés en électricité, encore moins une couverture en réseau de la téléphonie. Fin des récoltes à Khelcom ce dimanche. Le patron de TSE, Cheikh Amar, a dirigé les travaux. Il a profité de l'occasion pour appeler à l'autosuffisance alimentaire. Cheikh Amar qui affirme que Khelcom est la preuve que les jeunes doivent se tourner vers l'agriculture. Cheikh Amar est au micro de Mohamed Diop. Je vous propose de l'écouter. Je voulais orienter un peu, surtout les jeunes, vers l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans une autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance, c'est très simple. Nous, on a le fleuve, la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de l'Anambé, plus Khelcom, Kaolack, tout ça, ce qu'on appelle Soufou-Dior. Donc ça, c'est pratiquement pour faire du maïs, du mil, de l'arachide, etc. Mais à grande échelle, ce qu'on doit faire, c'est surtout aujourd'hui de cultiver le riz et nos besoins. Riz, carottes, pastèques, tout ça, qu'on soit autonome. Une fois qu'on soit autonome, il faut laisser maintenant l'agro-business, chacun à son tour. Après, eux, ils vont donner ça au service et eux, ils vont s'occuper à vendre ça. De toute façon, plus tard, on va terminer par avoir des hypermarchés. On ne va plus aller à la boutique à côté pour acheter. Nous irons, comme en Europe, acheter dans les supermarchés. Donc il est temps de créer nos propres labels et de les installer dans ces hypermarchés. Le dossier du jour à présent, il nous intéresse à l'usage des pompes Jambar devenues fréquentes dans de nombreux quartiers. Beaucoup de ménages louent l'utilité de la pompe à eau manuelle, une pompe bien utile, surtout lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches ménagères. Mais attention, l'eau de ces pompes serait impropre à la consommation. Selon les spécialistes, il existe des risques de contamination en cas de pollution de la nappe phréatique. Nafissa Toussila, Adama Gaye pour le dossier du jour. Nous sommes à Pékin rue 10. Ici, de nombreux ménages ont adopté la pompe Jambar, un équipement qui sert à puiser de l'eau depuis la nappe phréatique, une eau à usage multiple. Nous, on l'utilise pour toutes les tâches ménagères. Pendant les pénuries d'eau, tous les habitants du quartier se ruent devant ma pompe. On ne boit pas l'eau et on ne cuisine pas avec. Ces pompes à eau manuelle sont aujourd'hui à la mode et les usagers saluent l'utilité. On a construit ma maison avec l'eau de la pompe. Ça a beaucoup arrangé les maçons. Je ne connais pas la profondeur, mais j'ai payé 125 000 francs pour l'avoir. La pompe nous arrange énormément, surtout qu'on est dans une famille nombreuse. Autre utilité, l'allègement de la facture d'eau du circuit de la SDE. Quand ma maison était en chantier, je ne payais pas beaucoup. Quand on est une femme et chef de famille, on ne peut pas tout prendre en charge, surtout quand son mari est mort. J'ai payé des factures de 30 000, mais aujourd'hui, je ne paye pas plus de 2500. La pompe est certes utile, mais l'eau est impropre à la consommation et il y aurait des risques de contamination si toutefois elle est polluée. Si cette eau est polluée, il y a d'abord à serrer le risque biologique,
c'est-à-dire là, il s'agit de contamination d'ordre biologique, des micro-organismes qui sont pathogènes, ou bien l'existence de parasites dans cette eau. S'il s'agit maintenant des risques chimiques, il s'agit des métaux lourds, tels que le plomb, le cadmium, le mercure. À Dakar, il y a certaines zones où l'on ne doit même pas penser à creuser un puits ou y installer une pompe Jambar à cause de la surcharge d'insalubrité. La terre, c'est un réacteur biologique naturel qui a des fonctions d'épuration, qui peut épurer les eaux de ruissellement, à condition qu'elle ne soit pas surchargée. Dans les zones où il y a une surcharge de salissure, l'eau peut filtrer, suinter, passer au niveau de la nappe phréatique sans avoir été dégradée au préalable par le mécanisme de fermentation biologique. Cet équipement est certes utile pour beaucoup de ménages, mais l'utilisation doit être surveillée et les autorités compétentes alertées. La page des sports que nous ouvrons avec du foot, Léa. Exactement, Sarah. Saliou Samb reste président du Stade de Mbour, un club de la Ligue 1 sénégalaise, réélu pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale du club. Il annonce un budget de 80 millions de francs CFA et sa volonté de hisser l'équipe au niveau continental. Suivons ce reportage signé Cher Sadibou Diarra et Cher Tidiane Dione. Saliou Samb remplit la tête du Stade de Mbour. Le président a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Il table sur un budget de 80 millions et affiche des ambitions. Au-delà d'un satisfecit et d'un sentiment de fierté lisible dans le renouvellement des engagements de tous, l'envie d'améliorer ce qui a été réalisé est bien perceptible et elle doit nous accompagner vers plus d'ambition. Le nouveau challenge auquel nous devons faire face est celui de faire en sorte que notre club enrichisse ses joueurs, ses supporters, ses fans et ses dirigeants, au lieu de demeurer un fardeau financier pour tous ceux qui ne vivent et ne vivent que pour le Stade de Mbour. Un changement de mentalité s'impose désormais pour prendre ensemble ce tournoi de la parfaite conscience que le sport d'aujourd'hui est celui de la performance. Et que je ne ménagerai aucun effort pour que le Stade de Mbour puisse suffisamment et légitimement prétendre au statut du club continental rayonnant sur le Sénégal et l'Afrique. Nous, le Stade de Mbour, on est dans les parages entre 70 millions et 80 millions de budget. Le Stade de Mbour a refusé d'intégrer Mbour Petite Côte créée à l'intersaison. Une décision que Saliou Samb met sur le compte de la préservation de l'identité d'un club cinquantenaire. Nous restons ouverts à toutes les initiatives pour le rapprochement des acteurs sportifs de Mbour, mais fermement attachés à la préservation de l'héritage d'un club plus que cinquantenaire et dont la mémoire historique est un bien collectif qui nous appartient de sauvegarder pour avancer sereinement. Nous le ferons en toute sérénité, sans pression aucune et dans un esprit d'ouverture, mais surtout de responsabilité historique. Je vous remercie beaucoup. 7e au classement de la Ligue 1 sénégalaise de la saison 2013-2014, le Stade de Mbour espère faire mieux la prochaine. Le maintien du président Saliou Samb était un préalable à la réalisation de cette ambition. C'est tout pour le sport, mais le sport continue sur TFM. Retrouvez à partir de 20h45 Mame Fatou Ndoye et toute son équipe dans Sport à la Une. L'info qui continue sur votre site www.